ils m'envoyaient des petits mots, je ne comprends pas s'ils m'écrivaient. Ils posaient sa question directement. C'est très bien. Donc, je vais... Ouais. Bien, prenez place, s'il vous plaît. Donc, troisième table ronde, cette fois-ci sur l'assurance vie au cœur de la protection sociale. Alors, la santé, la retraite, la prévoyance dans l'entreprise et hors de l'entreprise. On va faire le point pour savoir si les assureurs ont toujours une légitimité en la matière et quelle est cette légitimité. On va commencer avec vous, Gilles Pénéplan. Donc je rappelle que vous êtes président directeur général de Mercer France et responsable aussi de Mercer Europe, je n'ai rien oublié. Et donc la question que je voulais vous poser, c'est en fait le rôle de l'entreprise dans à la fois l'assurance vie prévoyance et l'assurance vie épargne. On voit bien qu'il y a deux pôles. L'entreprise est souvent au milieu. Et donc, quel est son rôle aujourd'hui et quel sera-t-il à votre avis ? Merci Patrick. Pour commencer, je vous propose deux grilles de lecture. Une première grille de lecture qui a été largement abordée par les précédentes tables rondes, qui est assurance vie prévoyance, où on couvre des aléas, et puis assurance vie avec une dimension épargne plus forte. Première grille de lecture. Seconde grille de lecture, on verra que peut-être elle est plus totalement pertinente. Le marché français distingue aussi ce qui est du contrat collectif et du contrat individuel. Alors si on commence par la prévoyance, ça fait à peu près 16% des cotisations. Et alors et la distribution, elle est aujourd'hui un petit peu plus, 9% de ces 16%, enfin 9 de ces 16%, sont faites de façon collective. Donc vous voyez, déjà sur la partie prévoyance, on voit quelque chose de très important dans les entreprises. Alors, bon, pour répondre à votre question, je crois qu'il faut distinguer les deux risques. D'abord, quelle est la place actuelle et future de la prévoyance? Qu'est-ce qu'on observe en France et en Europe? Et puis, deuxième question, quelle est la place de l'entreprise sur la partie plus épargne et bien sûr sur la retraite? Alors, tout ce qu'on observe en Europe sur la partie prévoyance concorde. On aura un renforcement du rôle de la prévoyance dans les entreprises. On aura partout une prévoyance qui sera de plus en plus importante pour les partenaires sociaux, donc les entreprises, les partenaires sociaux de façon générale. Alors, pourquoi? En fait, ça s'explique très simplement. Dans toutes les tables rondes, vous avez vu beaucoup de gens qui avaient des titres de président, donc qui sont patrons d'entreprise. Aucune de ces personnes, si vous faites un sondage, peut tolérer que dans son entreprise, il y ait un décès et que l'entreprise ne se soit pas préoccupée du futur des ayants droit, du futur de la famille. Vous ne pouvez pas imaginer demain, dans une grande entreprise, un patron qui est sous ses fenêtres, des veuves, c'est pas possible. Donc, première raison, la prévoyance, ça donne du lien social. C'est la base de la solidarité. Et dans les cours d'assurance, quand on explique l'histoire de l'assurance, on donne toujours l'exemple de la caisse de solidarité des tailleurs de pierre, qui était la première forme d'assurance. C'est ça, la prévoyance dans l'entreprise. Deuxièmement, et c'est aussi très important, c'est un sujet qui a été largement discuté dans le corps social. On peut dire que pendant des années, la prévoyance, les contrats de prévoyance, l'évolution de la protection sociale, c'était un des sujets d'accord où on arrivait à trouver un accord entre les syndicats d'une part et puis les représentants de la direction. Donc vous voyez, c'est un sujet qui a été bien travaillé, c'est un sujet où en plus les assureurs ont joué un rôle fort. Donc deuxième raison, c'est intimement imbriqué dans la vie des sociétés. Troisièmement, et c'est un peu plus loin de notre propos aujourd'hui, qui traite plus de l'assurance vie, je crois que la prévoyance dans les entreprises va être profondément modifiée par les effets du vieillissement de la population active.
on va essayer de garder les seniors plus longtemps au travail, mais ces seniors, ben, ils vont être un peu plus malades que les autres, et il va falloir les accompagner dans la dernière partie de leur vie active. Donc vous voyez, je crois que la tendance sur la partie prévoyance, moi je la vois très, très claire, très nette, et ce, partout en Europe. C'est un renforcement de la place de l'entreprise, avec le cofinancement qui existe entre les salariés et la direction, mais un renforcement. Alors, qu'en est-il de la retraite? Alors, sur la retraite, je distinguerai deux choses. D'abord, il y a eu un effet assez dévastateur de toute la polémique autour des retraites chapeaux. Donc, tous les débats, et là encore, c'est quelque chose qu'on a vu particulièrement en France, mais aussi en Angleterre, avec la fameuse retraite de l'ancien patron de Royal Bank of Scotland. Donc, ce point-là, on peut s'attendre, je crois, à une remise en ordre ou à une remise en question. L'avenir dira si c'est l'un ou si c'est l'autre. Mais c'est des choses qui devront évoluer. Alors, autre tendance lourde, on constate, sous la pression des normes comptables, un désengagement lent, progressif, mais bien réel des entreprises sur le financement de la retraite. Et ça, c'est particulièrement vrai là où les entreprises finançaient beaucoup la retraite, donc Royaume-Uni, Pays-Bas, etc. Ça ne veut pas dire que les entreprises ne vont plus dépenser de l'argent pour financer la retraite de leurs salariés. Ça veut dire qu'elles chercheront à le faire sans porter les risques inhérents au dispositif. Donc les risques qui ont été cités préalablement, les risques viagers, les risques financiers, les risques de réglementation, qui ne sont pas neutres. Et donc, sans rentrer dans trop de techniques, on passe d'un système qui était majoritairement en Europe de prestations définies. L'entreprise s'engage à verser des prestations à ses salariés dans le futur et porte les risques inhérents à ces engagements, à un système de cotisation définie. Et donc, l'engagement va se limiter au versement de sommes sur un contrat qui, capitalisés, vont aider à la retraite. Alors, si on regarde un petit peu cette évolution, on passe donc de ces contrats à prestations définies vers ces contrats à contribution définie. L'exemple suivant, les évolutions possibles à la suite, on peut en imaginer deux ordres. Un, une plus grande externalisation des contrats, donc vers plus de contrats d'assurance et moins de fonds de pension, ce qu'on voit particulièrement en Allemagne. Et puis, enfin, une plus grande individualisation des choix. Alors, c'est là où, pour revenir au sujet du rôle de l'assurance vie dans les discussions sociales, qu'il y a vraiment deux questions, à mon avis, qui sont ouvertes. Première question, est-ce qu'on va voir l'émergence de contrats collectifs, ou est-ce que les contrats collectifs vont se transformer peu ou prou en un achat en commun, hein, donc l'entreprise intervenant comme une espèce de centrale d'achat de produits. Et donc, dans ce cas, on serait dans un cadre collectif, mais l'effort d'investissement serait individuel. Deuxième question, c'est la question du conseil. Si on prend cette direction, quel conseil on donne ? Et qui doit donner le conseil? Est-ce que c'est l'entreprise? Est-ce que c'est la compagnie d'assurance, l'institution de prévoyance? Et donc, cette dimension du conseil, lorsque le risque il est porté par l'individu, dans l'entreprise, ça va rejoindre un petit peu la problématique du conseil qu'on a vu dans les assurances individuelles. Donc, le rôle des partenaires sociaux, le rôle des directions, mais aussi le rôle des assureurs, à mon sens, va être profondément modifié par cette nécessité de donner du conseil individuel dans un cadre collectif. Merci. Une question qui me vient à l'esprit comme ça. En fait, le rôle de l'assurance vie dans l'entreprise, quel est-il selon vous? On a bien compris que la prévoyance, c'était le lien social, mais il y a la problématique de la retraite, effectivement, et les assurances vie dans l'entreprise, ça existe. En fait, ce qu'on appelle la prévoyance, c'est des contrats d'assurance sur la vie. Et la retraite, c'est une forme d'un contrat d'assurance sur la vie, parce que c'est ce qu'on appelait, quand on faisait l'actuariat, une assurance en cas de vie. C'est-à-dire que l'aléa reste toujours le fait d'être vivant ou mort à une certaine date. Bien, merci. Je ne voudrais pas être aussi triste que Jérôme Kuhlmann en vous parlant de mort, mais in fine, l'actuariat est toujours basé sur des événements difficiles. Oui, avec ce constat, c'est qu'il est, sauf parfois pour certains concepteurs d'assurance, difficile d'être mort et vivant en même temps. Alors, Florence Legros, vous êtes recteur de l'Académie de Dijon.
avec vous, on va parler de retraite et en particulier de taux de remplacement en matière de retraite. Le taux actuel de remplacement, est-ce que c'est le bon lorsque l'on fait des calculs pour savoir quelles seront nos pensions? Ça, c'est une première question. Et lorsque vous regardez un petit peu comme ça tous les produits retraite que l'on crée, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Donc ma première question, c'est sur le taux de remplacement. Bien, merci. D'abord, je voudrais dire que je ne suis pas là en tant que recteur, parce que quand même le lien entre éducation nationale et assurance vie peut apparaître assez ténu. Ceci étant, le président de RES a tout à l'heure traité de assurance et études universitaires, donc pourquoi pas. Non, en fait, je prends ma casquette de professeur à l'université Paris-Dauphine. Alors maintenant, pour arriver à votre question, sur alors, le taux de remplacement, alors je crois que quand on regarde les taux de remplacement actuels, je crois qu'il faut vraiment en distinguer deux. Au moins, d'ailleurs. Il y a le taux de remplacement dont on parle habituellement, donc, qui est en gros le ratio de la première pension au salaire de référence. Excusez-moi, là aussi, c'est un tout petit peu technique. Mais en fait, en gros, on vous dit, vous savez, c'est les fameux 50% de la sécurité sociale, à condition de considérer que le salaire de référence est le plafond sécurité sociale. Et donc, ça, c'est le ratio, on va dire, pour simplifier, de la première pension au dernier salaire. Alors, ça, c'est ce que je vais appeler le taux de remplacement à la liquidation. Et il faut le distinguer du taux de remplacement qu'on va avoir après, pendant toute la période de sa retraite, ce qui est aussi une façon élégante de dire entre l'âge de la retraite et celui de sa mort. Et donc, en fait, ce taux de remplacement, sous l'effet de la désindexation, puisque maintenant les pensions sont indexées sur les prix et non plus sur les salaires, à chaque fois que les salaires augmentent plus vite que les prix, ce qui est quand même une généralité, en fait, on va avoir ces pensions qui vont décrocher période après période en gros, du salaire moyen d'activité de la période. En d'autres termes, ce qu'on observe, c'est que plus on vit vieux, et donc ça c'est intéressant, en fait, plus on a en fin de vie un taux de remplacement, c'est-à-dire un ratio pension sur salaire moyen des actifs qui va être faible. Alors pour donner un exemple, pour voir un peu ce que ça veut dire. Je fais des calculs à la louche, hein, donc quelqu'un qui serait un non-cadre qui prendrait sa retraite aujourd'hui et qui aurait un salaire d'activité de 2 000 € par mois, pour aller vite, puis ça tombe juste, en fait aurait une première pension aujourd'hui de en gros 1 650, 1 680 € par mois, 2009. Admettons qu'on ait le même non-cadre qui prenne sa retraite dans 20 ans, donc, enfin dans 11 ans, en 2020. Si j'applique les taux de remplacement en 2020, et sans compter les effets pervers du chômage, parce que c'est quand même une variable qui appuie fort sur les régimes par points, donc sans compter ces effets-là, la même période aura une retraite d'à peine 1 500 € en 2020. Je parle toujours du même retraité, donc ce monsieur ou cette dame d'ailleurs prend sa retraite en 2020 et vit 30 ans après son âge de retraite. Donc 30 ans après, on est en 2050, en parité, en équivalent parité pouvoir d'achat, ça lui fait une retraite de 837 € par mois. Alors, en plus, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit sur la dépendance tout à l'heure, mais à l'âge de 90-95 ans, où on n'est pas forcément au mieux de sa forme. Et en plus, où on consomme des biens dont les prix sont indexés non plus sur les prix, hein, mais sur les salaires. C'est-à-dire que les biens de santé, genre si vous payez une infirmière, son salaire il est par définition indexé sur les salaires et non pas sur les prix. Hein. Donc vous payez rarement votre infirmière en litre de jus d'orange. Et donc, en fait, ça c'est un point qui est quand même relativement important. Donc ce qu'on voit, c'est que ce taux de remplacement, le taux de remplacement qu'on donne actuellement, etc., est quand même une variable dont il faut tenir compte, qui est intéressante, mais qui en dit finalement relativement peu sur le pouvoir d'achat de nos retraités, notamment dans l'avenir, et avec ce paradoxe que plus on vit vieux, plus en fait on a un niveau de vie qui risque de se dégrader. Alors maintenant, si je fais un calcul simple, en gros, ça nous fait une dégradation de 36% par rapport au taux de remplacement actuel. Hein, c'est-à-dire que j'applique un taux de croissance des salaires réels relativement raisonnable. Je fais 1,8% l'an pendant 30 ans. Et donc, pour une personne qui vivrait 30 ans après l'âge de sa retraite, son taux de remplacement moyen, donc sur ces 30 ans, en fait, enregistrerait à peu près 36% de décroissance par rapport au taux de remplacement actuel, dont un certain nombre de gens s'accordent pour dire que dans certaines situations, ce n'est pas le Pérou. Alors,
Ça veut dire que les 36%, si on veut les compenser, et j'en viens à votre question sur les produits, parce que tout ça est étroitement lié, si je veux compenser ces 36% sans toucher au patrimoine que je souhaite léguer à mes enfants, et là, à nouveau, ce bout de phrase revêt quand même une certaine importance, il faut que je multiplie par 12 le montant moyen de l'épargne retraite que font les Français et qui représente à peu près aujourd'hui 3% de leurs revenus. Donc voilà, en fait, multiplication par 12, donc on voit que ces produits ont de beaux jours devant eux. Alors évidemment, le problème, c'est que ce que vous disiez, il y a plein de produits. Et alors, en fait, alors je vais essayer de ne pas déflorer ce que va dire André Masson tout à l'heure derrière moi. Les formes sont multiples. Alors, on sait que le PERP, ça ne marche pas très bien, pour plein de raisons. D'abord parce que, alors c'est un peu c'est quand même un peu un produit fiscal, et paradoxalement, qui a plus de succès chez les revenus modestes, ce qui d'ailleurs montre une certaine myopie des agents. Alors, myopie, façon de parler, parce que l'âge moyen du souscripteur a 40 ans, sachant que, on l'a dit tout à l'heure, il faut compter en profiter jusqu'à 90 ans, c'est un produit d'épargne à 50 ans. Et donc, ce qui est vrai, c'est que c'est quand même assez curieux de voir que les gens arrivent à se projeter 50 ans après, et probablement les plus modestes, et donc ceux qui ont d'ailleurs une espérance de vie la plus courte. Il a été dit tout à l'heure que c'était ceux qui épargnaient plus qui vivaient le plus longtemps. En réalité, c'est quand même faire fi un peu de la causalité. Ceux qui vivent le plus longtemps sont les plus riches, et il se trouve que c'est ceux-là qui épargnent. Donc, en fait, c'est pas du risque moral. C'est-à-dire, je ne fais pas exprès de vivre vieux pour enquiquiner mon assureur. Donc... Bon. Donc pourquoi pas, Donc voilà, c'est une histoire aussi d'aversion au risque. C'est vrai que les gens n'aiment pas la rente parce qu'ils sous-estiment systématiquement leur espérance de vie. C'est-à-dire que on croit toujours qu'on va vivre moins longtemps que ce qu'on va vivre, ou en tout cas on se trompe souvent. Et puis il y a le désir de legs, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens aiment bien léguer. Donc là, André va nous parler de Mirabeau probablement, et donc je vais arrêter sur ce désir de legs qui est un peu contrarié par les détenteurs du PERP. Alors, le PERCO marche relativement bien, et alors évidemment, une des raisons, c'est qu'il est possible de déboucler en capital, donc je ne reviens pas là-dessus, mais c'est souvent ce que les gens préfèrent. Et alors évidemment, après, qu'est-ce qui reste? Il reste le logement. 97% des Français disent « moi, je veux mon logement ». Au passage, c'est de la rente, le logement, parce qu'un loyer fictif, c'est de la rente. Et au passage, d'ailleurs, ça rend les choses assez rationnelles, parce qu'une retraite en répartition, c'est de la rente, du logement, c'est de la rente, et finalement, moi, je vois assez mal, mais ça, c'est juste pour continuer à provoquer un peu les assureurs, je ne vois pas pourquoi on continue à essayer de vouloir fourguer de la rente aux gens, alors qu'ils en ont déjà beaucoup. Et donc, finalement, je trouve que tous ces gens qui veulent du capital sont relativement rationnels. Et évidemment, le dernier produit qui est toujours très attrayant, ce qui a de beaux jours devant elle, c'est l'assurance vie, bien entendu, qui ne possède pas les travers en réalité qu'on vient de donner. Voilà. Merci. Bien, merci Florence. Donc maintenant, on va voir avec vous André Masson. Alors, vous êtes enseignant-chercheur à la Paris School of Economics. Et alors, je ne sais pas si vous allez nous parler de Mirabeau, mais vous allez m'expliquer ce qu'est Mirabeau. Et ensuite, la question que je voulais vous poser, c'est justement dans le cadre de tout ce que nous avons évoqué, c'est une rente viagère très particulière. Ça se chuchotait tout à l'heure dans les couloirs. Donc, vous allez nous éclairer sur cette rente viagère miracle qui pourrait réconcilier tout le monde. Je n'ai pas la prétention d'aller aussi loin. Alors je remercie Florence Legros et Gérard Ménérou parce que du coup, comme ça m'avance sur ce que je vais vous dire. Effectivement, sur les problèmes de rente viagère. Et donc, quand je parlerai, comme je suis en académie, quand je parle de professionnels, c'est indifféremment un banquier ou un assureur. Je ne rentre pas à ce niveau de recherche. Donc, il y a eu des débats. Je ne suis pas concerné. Alors, on a un problème, le contexte dans lequel s'introduit cette rente viagère. Bon, là, Florence disait qu'il n'y a pas besoin forcément de rente pour voir. Il y a une couverture sociale retraite qui est élevée en France, avec un taux de remplacement de 60%. En gros, comment on le calcule? Il est de 42% aux États-Unis, 20 à 25% en Grande-Bretagne. Et puis, malheureusement, il y aurait une incertitude de ce taux de remplacement. Et les professionnels vous disent que de 60%, il va passer à 30 ou 40, surtout pour les revenus moyens élevés. Les générations du pré-baby-boom sont parties avec la caisse. C'est ce qu'on entend généralement. La caisse, c'est-à-dire ce qu'il y avait dans les systèmes de retraite, et que donc la retraite serait même l'actif le plus risqué actuellement. Bon, évidemment, il y a tout un problème de savoir quand même. Il y a l'allongement de l'espérance de vie, l'augmentation des dépenses de santé, etc. Bon. Alors, le deuxième constat qui n'a pas été dit ici, c'est ce que j'appellerais, je vais me faire tuer, mais la suraccumulation des seniors français. Vous avez en France un déséquilibre intergénérationnel important
qui fait que les seniors ont, si vous voulez, par rapport aux jeunes, vous avez des écarts qu'on n'observe pas dans d'autres pays en ce qui concerne le chômage, en ce qui concerne le revenu, le retard d'insertion des jeunes, la dévalorisation des diplômes, etc. Maintenant, si vous voyez que la France a un taux d'épargne relativement élevé, aux alentours de celui de l'Allemagne et de l'Italie, vous voyez donc que les seniors français vont avoir une espèce de suraccumulation, pas seulement par rapport aux jeunes, mais aussi par rapport aux autres pays. Bon, alors, le taux de propriétaire en France immobilier, là, chez les seniors, il dépasse 70%, alors qu'il a augmenté régulièrement sur les 20 dernières années, il baisse plutôt chez les jeunes, etc. Donc l'idée, si vous voulez, c'est qu'en période de crise, c'est peut-être pas très gênant en régime permanent. Bon, quand on vieillit, on devient plus riche, pourquoi pas. Mais en période de crise, vous avez un problème puisque le patrimoine est aux mains des aînés, des rentiers. Et donc, vous avez un problème peut-être d'épargne mal répartie et aussi mal orientée, ça ne va pas suffisamment sur le long terme. Donc, vous avez deux constats contradictoires. On voudrait protéger les aînés, santé, retraite, dépendance, mais on voudrait aussi résorber ce déséquilibre au détriment des jeunes et pourquoi pas accélérer la transmission. Alors, il y a différents produits disponibles. Alors là aussi, Florence m'a aidé. Je passe sur l'épargne assurance, qui ne correspond pas à ce qu'on veut, qui est en fait un couteau suisse multifonction, mais qui, avec une sortie en capital, et donc qui ne concerne pas le très long terme, même si on veut l'augmenter. Alors le PERP est assimilé, donc qui sont, je vais dans le PERP uniquement, bien que ce ne soit pas un produit d'assurance, mais qui sont donc à cotisation définie et sortis en rente obligatoire. Alors je vais très rapidement, et vous savez que pour qu'il soit rentable, il faut qu'il soit pris très tôt. Et donc, on en prend quasiment pour 60 ans, 30 ans d'accumulation, 30 ans de rente. Le père pris de manière irréversible et cotisant jusqu'à leur décès. Donc, c'est assez... Mais on bénéficie des avantages de l'assurance vie. Alors, le succès est mitigé, 2 millions. Alors ça, c'est du point de vue de la demande, on sait pourquoi les économistes, c'est l'aversion à la perte. Donc, le risque d'investir à fond perdu, ce qui a été dit souvent. La recherche de flexibilité, on ne veut pas être dans une prison pendant 60 ans, etc. Bon. Mais c'est surtout un actif très complexe. Je vous donne un exemple. Actuellement, la rente qui est versée au départ, vers 60-65 ans, entre 60 et 83 ans, cette rente risque de doubler. En fait, ce n'est pas un produit pour les vieux jours, c'est une épargne pour les très vieux jours. C'est dû au cantonnement, au taux d'actualisation nul sur le premier versement, etc. La fiscalité, les études qui ont été faites disent qu'elle est de temps en temps régressive, de temps en temps progressive. Et en fait, vu que les dépenses des États-providence vont augmenter, il aurait mieux valu que de déduire de l'impôt, non pas les cotisations, mais les prestations. Alors, par rapport à tous ces produits, on va donc vouloir une rente immédiate, gagée sur le logement. Bon, eh bien, il y a évidemment un candidat immédiat qui est le viager, qui existe depuis le Moyen-Âge. On n'en veut pas parce que les relations personnelles délicates entre le crédit rentier, qui est le client, et le débit rentier, qui parie sur la mort du premier, même si ces relations sont médiatisées par le notaire. C'est surtout vu en France où toucher à l'héritage, c'est comme toucher à la famille, comme un refus délibéré de léguer à ses enfants. On spolie les enfants de l'héritage attendu, donc ça n'est pas possible. Je passe sur d'autres problèmes, mais vous voyez que, et je reviendrai là-dessus, ça a quand même deux avantages. Quand les parents âgés sont contraints par la liquidité et que les enfants sont aussi contraints par la liquidité. Les parents parce qu'ils ont leur logement, mais ils n'ont pas assez pour financer leurs vieux jours, et les enfants parce que l'aide financière aux parents, ils n'en sont pas capables. À ce moment-là, on voit bien qu'un viager améliore la situation des uns et des autres. C'est Pareto améliorant pour utiliser le jargon horrible des économistes. Ensuite, vous touchez donc le bouquet et la rente. Mais c'est ce que disait un petit peu Gérard Ménérou en parlant de la transmission, mais c'est tout à fait possible de laisser les gens utiliser le bouquet et les premières rentes à rebours de la vocation du viager, c'est-à-dire pour transmettre aux enfants. Le fait de liquéfier le patrimoine à 65 ans permet d'accélérer d'une certaine manière la transmission aux enfants. N'oublions pas que l'âge moyen de l'héritage est 50 ans, c'est-à-dire beaucoup trop tard. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais il y a eu le prêt viager hypothécaire qui s'est développé sous le terme de reverse mortgage, où là, donc, contrairement au viager, son intérêt, c'est qu'il est professionnalisé, si on veut, médiatisé par un intermédiaire, et qu'il porte sur une partie du logement, mais ça n'est jamais qu'un prêt. Et donc, quand on voit les succès aux États-Unis, je vous donne un chiffre, il y a 346 000 prêts viagers en 2007 aux États-Unis, autant dire que ça ne marche pas, et on s'aperçoit que la banque prend le minimum de risques possible. Si la dette est supérieure au logement, je passe pour ceux qui connaissent, mais si la dette finalement cumulée de tout ce qui a été versé est supérieure au logement, eh bien, il y a une assurance qui a été prise pour que la banque ne soit pas de sa poche, dont la prime est payée par le client, souvent, bon, etc. Et on s'aperçoit que les clients du mortgage, du reverse mortgage, ce sont souvent des gens pris à la gorge, qui étaient endettés, contraints. C'est un peu l'envers ou le complément des subprimes. Bon.
Alors ce qu'on veut plutôt, nous, c'est une rente viagère indexée, immédiate, gagée sur le logement, bénéficiant de l'efficacité de l'assurance vie et de la mutualisation des risques de longévité, et qui ne remette pas en cause le principe de l'héritage, ou même accélère la transmission. Est-ce qu'un actif aussi formidable existe? Oui, c'est le viager partiel intermédiaire, le VPI. Bon, c'était juste bon. Alors pourquoi il est partiel? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un effet de framing. La banque assurance, ou du moins le professionnel, est cohéritier. Un tiers, et chaque enfant, mettons un tiers. Donc, vous avez, les enfants restent héritiers avec la banque. L'aléa moral est diminué, puisqu'en fait, on n'a pas intérêt à entretenir son logement quand on est en viager. Là, on a intérêt, puisque les enfants restent héritiers. L'aspect professionnel dédramatise le viager. Vous avez une mutualisation des risques de longévité. Bon, c'est bon à la fois pour le client et pour l'intermédiaire. Et puis, donc, vous avez les avantages que je vous ai dit. Les parents et les enfants sont contraints par l'équité, en bénéficient. Vous avez une flexibilité d'usage si vous voulez utiliser le bouquet les premières rentes pour les enfants, etc. Et donc, vous avez un produit apparemment idéal, mais est-il possible? Alors, le problème qu'il y a, et je terminerai là-dessus, j'espère que je n'ai pas été trop long quand même, ce sont que il y a une contrepartie, les risques sont portés intégralement par le professionnel. Premier risque, au départ, c'est un actif fort impopulaire, surtout qu'on aliène sa fortune, et donc il va falloir asseoir sa réputation, et donc ça, bon, le professionnel aura un problème. Ensuite, comme pour le prêt viager, le professionnel paie d'abord des rentes sur une durée indéterminée avant d'être remboursé à une date indéterminée lors de la vente du logement. Donc il y a ces mêmes risques-là, mais il y en a d'autres. Il y a maintenant le prix de l'immobilier à la vente, qui dépend de l'état du marché immobilier, de l'état du logement et des accords avec les enfants. Et puis surtout, vous avez une antisélection très forte, sauf si le produit était fortement diffusé, puisqu'à 65 ans, l'antisélection individuelle est élevée. Et surtout, vous allez avoir une couverture du risque non diversifiable et collectif, qui est l'augmentation générale de l'espérance de vie. Donc, vous voyez que ce VPI est un produit pour la crise, enfin du moins de la crise. Il aurait peu de chance en temps normal. Maintenant, il a peut-être un peu plus de chance, puisqu'il faut bien que les marchés fassent du social, c'est ce qu'on leur demande, pour retrouver la confiance des épargnants, que les intermédiaires ont pris d'énormes risques, pourquoi pas dans ce domaine, du coup, et que l'intervention de l'État serait moins taboue, et elle pourrait conditionner, par exemple, mais là je suis vraiment provocateur, l'aide aux banques à une bonne volonté de leur part pour ce type de produit. Merci André Masson. Maintenant, avec Christian Strulovici, je rappelle que vous êtes président du directoire 4M Assurance Collective et directeur général adjoint du groupe Malakoff Médéric. Avec vous, on va reprendre cette polémique sur la retraite, et entre autres ce qu'est véritablement la retraite. On a vu que Florence Legros était un ardent défenseur du capital. J'ai cru comprendre que vous étiez un ardent défenseur de la rente. Pour introduire cette question, qu'est-ce que ça doit être? Je commencerai peut-être par le PERCO, parce qu'on a parlé du PERP et pas du PERCO. C'est vendu comme un produit retraite. Est-ce que pour vous, c'est un produit retraite? Si vous le permettez, avant de répondre à la question que vous m'avez posée, je vais répondre à des questions que vous ne m'avez pas posées. 3 scoops et un truisme. J'ai noté ça en entendant ce qui s'est dit jusqu'à présent, mais notre réunion n'est pas terminée. Premier scoop, l'assurance dépendance existe, je l'ai rencontrée, c'est l'assurance retraite. Car rien n'empêche un bénéficiaire d'une rente viagère d'utiliser cette rente pour faire face aux frais spécifiques d'hébergement dans un établissement spécialisé ou encore pour faire face aux frais d'aide à domicile dans cette période de perte d'autonomie. Deuxième scoop, il n'y a pas de source inépuisable de financement. Donc quand j'entends proposer des solutions qui seraient miracles ou presque et qui constitueraient une amélioration très sensible par rapport à ce qui existe déjà, je me dis comment on finance tout ça? Et le financement de ces nouvelles solutions va se faire au détriment des solutions actuelles. Il n'y a pas de miracle. Il y a quelques assureurs ici dans la salle, ils connaissent les sources inépuisables en matière d'installation de sprinklers. Effectivement, c'est une des conditions pour avoir une installation conforme aux règles des assureurs IARD, mais en matière de financement, ça n'existe pas. Troisièmement, on peut donner quitus à la réglementation française qui est si souvent décriée qu'on juge très tatillonne, qui, dit-on, stérilise l'imagination et ne permet pas de faire de produits
très innovant, et pourtant, c'est elle qui a permis d'éviter les désastres qu'on a constatés hors de nos frontières, désastres sur les passifs, désastres sur les actifs, et au total, je crois que on critique assez volontiers notre réglementation. En la circonstance, elle a joué parfaitement son rôle, et donc il fallait le signaler. Puis le truisme, ben, c'est effectivement que le capital, ce n'est pas de la rente. Tout le monde le sait bien, ça ne devient de la rente que par la grâce des assureurs et des actuaires, et de la mutualisation, et de l'utilisation de tables de mortalité et de taux, mais le capital, ce n'est pas de la rente. Alors plus précisément, votre question, c'était, est-ce que le PERCO, c'est un produit de retraite? Ma réponse, c'est non. Ça n'est pas un produit de retraite, même si dans l'acronyme PERCO, le R est pour retraite, produit d'épargne retraite collectif. Pourquoi ce n'est pas un produit de retraite? Parce qu'il y a une faculté de sortie en capital, mais cette faculté, elle est utilisée dans 100% des cas seulement, vous allez me dire, mais dans 100% des cas. Que par ailleurs, ça s'applique à l'ensemble du personnel, et non pas aux seules catégories de personnel qui ont le plus besoin d'un complément de revenus, de remplacement, de substitution à leurs revenus d'activité, c'est-à-dire ceux dont le taux de remplacement est le plus faible, que par ailleurs, c'est de l'aléatoire sur l'aléatoire. Je m'explique. Vous avez un règlement du PERCO que vous pouvez remettre en cause assez facilement. L'alimentation du PERCO se fait dans le cadre du règlement de l'intéressement, donc les primes d'intéressement, de la participation, et l'intéressement et la participation sont fonction des résultats financiers de l'entreprise, fonction de la performance opérationnelle de l'entreprise, et donc c'est variable d'une année à l'autre. Mais par ailleurs, dans le cadre d'un règlement de la prime d'intéressement et de la participation, qui peut évoluer tous les 3 ans. À l'inverse, un bon contrat de rente viagère type article 83 à cotisation définie, quelle que soit la situation de l'entreprise. Alors on peut le dénoncer, mais il y a un formalisme assez lourd pour le faire. Ce n'est pas rigoureusement impossible, mais ça fonctionne bien. Et quelle que soit la situation de l'entreprise, eh bien, cette alimentation sera maintenue. Et d'ailleurs, je n'invente rien, puisque l'une des raisons pour lesquelles le PERCO connaît un si grand succès, c'est que l'entreprise ne s'engage pas tellement et qu'elle peut remettre en cause son engagement. Voilà. Donc, ça n'est pas un produit de retraite, selon moi. C'est un produit qui est le meilleur de sa catégorie, ou d'ailleurs, par un malicieux hasard, il est tout seul, car c'est une espèce de plan d'épargne salariale. On ne peut même pas dire de moyen ou de long terme, parce qu'il y a des facultés de déblocage anticipé, notamment pour l'achat d'une résidence principale, et ceci peut intervenir bien avant l'âge de la retraite. Par conséquent, ce n'est pas un produit de retraite. Bien, merci pour cet exposé, ce parti pris. En effet, on comprend parfaitement. Alors, vous avez bien évidemment la parole pour peut-être 2 questions. J'ai mal à voir le trajet du micro. Donc, est-ce qu'il y a une main qui s'est levée ou non? Oui, je vous en prie. Pas de questions particulières sur la protection sociale? Oui, je vous en prie. Oui, peut-être une question à Florence. J'ai bien compris la dégradation du taux de remplacement dû à l'évolution comparée du pouvoir d'achat des salaires, etc. et tout ça. Mais en quoi c'est compatible avec la statistique qu'on voit tout le temps, qui est finalement le niveau de vie des retraités en unité de consommation, etc., a tendance à être beaucoup plus élevé que celui des actifs. Voilà. Bon, enfin... Alors d'abord, quand on regarde ça, on regarde effectivement... Alors, on regarde aujourd'hui, déjà, pour commencer, enfin, voire hier. Et deuxièmement, on inclut les revenus du patrimoine.
Et donc, c'est un sujet qui est très compliqué, sur lequel André a probablement bien plus de choses intelligentes à dire que moi. Mais il y a un truc compliqué, c'est-à-dire qu'il y a l'éternelle discussion, c'est est-ce que finalement les retraités sont si malheureux que ça, ils ont plein d'épargne. En fait, moi, il me semble que c'est pas très juste de comparer. D'abord, il y a beaucoup de disparités à l'intérieur des revenus de retraités. Il n'y a qu'à regarder toutes les discussions sur le minimum vieillesse, le minimum contributif, qui a quand même réussi à passer en dessous du minimum vieillesse. Donc, pour les incitations à travailler, c'est quand même extraordinaire. Et donc d'abord, il y a beaucoup de disparités entre retraités. Et en plus de ça, c'est quand même un peu délicat de prendre en compte effectivement ce patrimoine moyen et les revenus de ce patrimoine moyen pour juger de la parité avec des actifs pour lesquels de fait, qui n'ont pas vécu le même cycle de vie et qui ont un patrimoine qui est inférieur. En fait, on compare des gens qui ne sont pas identiques, ce qui est quand même le fait du départ, mais c'est vrai qu'il y a cette affaire de patrimoine qui est à l'intérieur. Alors, il y a un autre argument qui peut être donné, c'est de dire qu'en fait, la place de ce patrimoine va considérablement varier dans les années à venir. Il a été dit tout à l'heure qu'il y a une suraccumulation des seniors français. Alors, outre le fait qu'on va hériter de plus en plus tard, donc c'est Patrick Artus qui disait à un moment que les vieux de 80 ans allaient hériter des vieux de 120 ans, donc que pour le dynamisme de l'économie, c'était pas formidable, c'était pas forcément terrible. Donc ça c'est un point. Et l'autre point également, c'est que en fait tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur le financement de la retraite pour ne pas toucher, pour compenser la répartition et la baisse de la répartition, c'est précisément parce qu'on prend comme hypothèse que les gens n'ont pas nécessairement envie de prendre sur ce qui est légable. Donc que du coup, les legs décroîtraient très fortement si... donc du coup, il est délicat de prendre ces revenus avec du patrimoine en compte. Ouais, j'ai une question pour Florence et André. Est-ce que cette hypothèse qui dit on ne faut pas toucher au patrimoine et il ne faut pas toucher aux legs, elle est tenable économiquement? Ah non, mais c'est pas une hypothèse. C'est pas une hypothèse. L'idée, c'est de dire, j'essaye de regarder, toutes choses égales par ailleurs, combien il me faut pour avoir le même taux de remplacement dans l'avenir. C'est-à-dire, en fait, je neutralise ces fameux revenus du patrimoine, donc de la discussion qu'on vient d'avoir, et je dis, voilà combien il faut que je mette sur l'épargne retraite en plus pour ne pas toucher à mon patrimoine immobilier, etc. Mais vous avez raison, c'est-à-dire que d'un strict point de vue économique, d'abord, c'est pas tenable parce qu'effectivement, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que de toute façon, les nouvelles solutions sont nécessairement à financer au détriment d'autres, et que... Donc ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, c'est toute la littérature sur le choix de portefeuille. Aujourd'hui, d'ailleurs, les mauvaises langues disent que si l'assurance vie continue à augmenter, c'est qu'en fait, les dépôts se vident d'un côté. Ce n'est pas des mauvaises langues, c'est-à-dire que c'est des choix de portefeuille qui sont relativement... Et donc, du coup, le patrimoine, si on se cantonne à ça, le patrimoine liquide, aujourd'hui, est en train de fondre par rapport à l'assurance vie. Donc on voit bien qu'il y a un jeu de vases communicants. Non, quand je dis ça, c'est parce que j'essaye de neutraliser, mais c'est effectivement complètement virtuel, le reste du patrimoine en faisant ce calcul, qui est un calcul de coin de table, qui, comme tous les calculs de coin de table, est un peu limité, effectivement. Christian Strulovici. Oui, dans les entreprises, lorsqu'on met en place un article 83, par exemple, ça n'est pas une substitution à un autre produit de placement. C'est sur la richesse nouvelle produite. Alors, sauf à dire qu'on substitue à une augmentation de salaire une alimentation de ces contrats, pour autant, il s'agit de salaire courant. On ne parle pas de distraire de ce qui a été constitué grâce au salaire passé, de quoi faire améliorer sa retraite, sa future retraite. Là, il s'agit du salaire courant. Alors, on peut dire, effectivement, il y a une équivalence entre augmenter le salaire d'un salarié ou bien prendre une partie pour alimenter un compte de retraite. Mais c'est sur la création de richesse courante, c'est pas sur le passé.
propension à épargner de ce salaire qui, en plus, est un sursalaire et qui, généralement, a la caractéristique de s'appliquer pourtant plutôt à des gens qui ont des revenus élevés, en fait, vous privez, entre guillemets, l'épargne du taux marginal, du taux d'épargne qui serait affecté à ce revenu supplémentaire si ce n'était pas un article 83. De toute façon, je veux dire, clairement, c'est du choix de portefeuille. Alors que le choix de portefeuille se fasse sur un nouveau flux de revenus, change pas grand-chose. C'est pas de la réaffectation sur le stock, on est d'accord, mais c'est plus effectivement, je retire d'une poche pour mettre dans l'autre, mais de fait, vous détournez, mais je le dis sans jugement de valeur, hein, donc vous détournez un flux de revenus qui serait allé, sinon, se mettre, si ça n'existait pas, ça serait bien allé quelque part. Donc, c'est complètement ce que vous disiez dès le départ, c'est que ça se fait nécessairement au détriment du reste, hein, de toute façon. Oui, mais les actionnaires, c'est nous tous. C'est aussi les futurs et des futurs retraités d'ailleurs. On a GIRC et l'ARCO un paquet de réserves. André Masson. Pour répondre à la question de Gilles Desplombs, moi je suis intéressé par la conversation parce qu'on parlait souvent avant de fluidifier les retours patrimoniaux par la famille, c'est-à-dire de faire que les anciens avaient trop d'argent, il fallait donc que ça passe plus rapidement aux nouvelles générations. Et maintenant, surtout dans cette enceinte, on en est à dire les aînés, ils vont avoir financé 20 ans en retraite, la dépendance, etc. Donc, ma foi, ils ne peuvent plus donner. Donc c'est bien les deux constats opposés. Donc, mais moi je reste quand même sur le fait, sans faire du Louis Chauvel, que effectivement, surtout en période de crise, il n'est pas très bon que l'essentiel du patrimoine soit entre les mains des personnes âgées. C'est bon en régime permanent, mais là ça va pas. Et pour le passé, vous n'avez pas tellement le choix. Et là, moi je ne suis pas du tout contre ce que vous dites. C'est effectivement, là on prend sur le logement. On liquéfie le logement. À la limite, ce que je dis, c'est pas du tout ce que je pense, c'est ce que théorie Dixit. La théorie microéconomique Dixit. Il faut arriver à liquéfier ce patrimoine, etc. Vous avez d'autres manières de faire qui vont paraître gauchistes, hein, mais je peux vous la donner, par exemple. Ça consiste à augmenter très fortement les droits de succession. Si vous augmentez très fortement les droits de succession, la donation retrouve son avantage fiscal différentiel. Et les gens réagissent à l'avantage fiscal différentiel de la donation. Donc, comme maintenant la donation paye presque plus d'impôts, il faut alourdir très fortement les droits de succession, et à ce moment-là, la donation retrouvera ses avantages. Et nous, ce qu'on a vu effectivement dans les études qu'on avait faites avec Lucas Rondel, c'est que lorsque les enfants reçoivent plus tôt le patrimoine des parents, économétriquement, ça sort qu'ils arrivent plus rapidement ou mieux à être propriétaires de logements, ils créent plus facilement une entreprise, ils reprennent plus facilement une entreprise, pas celle des parents. C'est ce qu'on trouve même dans les données des enquêtes INSEE, donc c'est facile à trouver. Et donc c'est l'idée que j'avais. Et là c'était pareil, c'est l'idée, bon, ce patrimoine, logement, etc., surtout pour les parents, donc, parce que là quand même c'est quand même peu dit, il y a quand même des parents qui ont du logement, mais qui ont très peu de liquidité à côté. Qu'est-ce qui se passe quand ils sont en Alzheimer? On peut dire, je suis pour une gauche étatiste, augmentons 5e branche ou 5e risque, allons-y, c'est une solution. Mais bon, cette solution-là peut être complémentaire. Mais je suis assez surpris puisque maintenant les peurs du 4e ou 5e âge fait qu'on ne voit plus les difficultés des jeunes. Jean-Raphaël Lorenzi, une question, une réponse? Non, ni l'un ni l'autre. Un constat, ne t'en fais pas, mon cher André. De toute façon, le transfert intergénérationnel va se faire d'une mairie ou d'une autre dans les 5 ans qui viennent. Donc ça va aller très vite. On trouvera bien un moyen, ce sera soit par l'impôt, soit par l'inflation, mais l'un ou l'autre, voilà. J'ai juste une question à vous tous. Nous, les macroéconomistes, on nous a beaucoup reproché, à juste titre, de ne pas avoir vu l'essentiel de ce qui s'est passé depuis 2 ans. Est-ce que vous avez vu, vous qui êtes spécialiste du départ à la retraite, est-ce que vous avez vu ce phénomène incroyable qui est, je pose, c'est une question, hein, avez-vous vu ou aviez-vous prévu ce phénomène incroyable qui consiste à ce que, en gros, le rapport entre ce qui était prévu de départ à la retraite cette année et ce qui a effectivement lieu est de 1,5. Tu as 30 000 départs à la retraite, on entendait 5 fois plus. Oui. Donc tu as un rapport absolument inimaginable entre les départs à la retraite constatés et la réalité de ce qu'on attendait. La question, c'est... Oui, j'ai entendu. Non, mais
Le recteur ne l'a pas vu, mais l'économiste un peu, mais pas toute seule. Avec Stéphane Amaillon, ça fait des années qu'on écrit effectivement des tas de choses là-dessus. Et donc, ce qu'on avait déjà écrit il y a un certain temps, par exemple, c'est que la surcote telle qu'elle avait été, on avait calculé la surcote optimale pour retenir les gens. Et donc, à l'époque, après la réforme de 2003, en fait, quand la surcote a été calculée, enfin fixée à 3%, on est un certain nombre, on s'est dit, mais d'où vient ce chiffre de 3%? Alors, on interrogeait plein de gens, et donc, voilà, et personne n'était capable de nous dire 3, parce que nous, on avait calculé que pour retenir les gens, il fallait que ça soit entre 6 et 7. Et donc, de fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que d'abord, on a éclusé tous les départs précoces parce qu'au passage, les gens qui ont commencé à travailler à 15 ans n'ont pas le droit à la surcote, parce que là, il y a un vide qui est quand même merveilleux, effectivement. C'est qu'en France, et d'ailleurs, la discussion est revenue ce matin sur le tapis, puisque le Premier ministre a annoncé que peut-être, éventuellement, il fallait penser à allonger, à repousser l'âge de la retraite. Et du coup, on a effectivement, comme on essaye, il y a cette histoire de tabou d'âge de la retraite dans ce pays, où on refuse le plus possible de parler de durée d'activité. Il y a des gens qui ont une grande durée d'activité avant d'avoir l'âge de la retraite. Et donc, parce qu'en fait, eux sont partis à la retraite tout de suite après la réforme Fillon. Ce qui fait que ça, de ce point de vue-là, chez ces gens-là, ça a avancé. Donc, 250 000 départs par an entre 2003 et 2008, c'est chez ces gens-là. Et en revanche, maintenant que la surcote a été augmentée et donc est passée à 3, puis 4, puis 4, puis 4, puis 5, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on retarde son départ à la retraite de 5 ans, on peut cumuler 5 années de surcote à 3, puis 4, puis 4, puis 4, puis 5, ce qui fait 20%. Donc je retarde aujourd'hui ma retraite de 5 ans. En fait, je bénéficie d'un surcroît de retraite de 20%. 20%, c'est beaucoup. Et donc, du coup, on a effectivement, c'est un effet qui était relativement attendu, c'est-à-dire que pendant des années, on fixe une surcote qui est suffisamment, qui n'est pas du tout dissuasive, donc les gens partent, voire avancent, puisqu'en fait, en plus, c'est un lien avec la myopie qu'on donnait tout à l'heure, c'est-à-dire que tant qu'on ne dit pas aux gens il y a un âge minimum pour partir à la retraite, parce que faites attention les gars, vous allez vivre pendant 30 ans après votre retraite, et pendant 30 ans vous allez payer 2% des indexations tous les ans, et ça on ne le dit pas, et 2 fois 30 jusqu'à preuve du contraire, ça doit faire quelque chose comme presque 60% de baisse de pouvoir d'achat, hein, donc ça c'est énorme, et du coup en fait on n'a pas fixé un âge minimum, ou presque pas, donc à 60 ans, ce qui est quand même très faible. Donc les gens sont partis en bénéficiant de cette manne qui était assez imaginaire. Et du coup, maintenant que la surcote ressemble à quelque chose, effectivement, il y a un recul de l'âge de départ à la retraite. Alors, il y a un certain nombre de gens qui disent qu'en plus de ça, avec l'état dans lequel sont un certain nombre de fonds de pension, mais ça c'est vrai aux États-Unis, après tout, on n'a pas intérêt à être jeune retraité juste après un crack, donc il faut attendre que ça remonte également. Alors sur les régimes à cotisation définie, il semblerait que ça soit assez le cas, effectivement, mais ça, déjà les financiers sur les régimes à prestations définies, c'est encore... C'est un autre problème. Voilà. Mais ça, c'est vrai qu'il y a toute une littérature. Donc Jean-Hervé a vendu son livre, Jérôme son article. Voilà, là-dessus. C'est un bonheur de se dire qu'il y a un secteur d'activité où les économies se sont pas trop trompées. Bon, sur cette parole optimiste, je vous propose que nous allions boire le verre de l'amitié. Jean-Hervé, tu peux peut-être rappeler que les actes du colloque sont enregistrés et que ça sera la deuxième réjouissance, la première effectivement étant le cocktail. Et est-ce que je peux remercier Patrick Lelon d'avoir réussi à maintenir un fil conducteur extrêmement vertueux pendant près de 2h30 et faire que nous sommes encore près d'une centaine à terminer à près de 9h. Donc c'est un grand merci à Patrick. Bravo. Merci à toi,